Aujourd'hui, l'équipe du Sarava débarque à Gaspé. Au menu, visite d'une écloserie de pétoncle et incursion dans l'univers des biotechnologies marines à Rivière-au-Renard. Ici Yves Jean, biologiste et capitaine du Sarava, qui vous souhaite bienvenue à bord. Nous sommes partis de Carleton hier soir. 125 000 nautiques à parcourir pour se rendre à Gaspé. Navigation côtière, pas de souci. Au petit matin, les vents sont au rendez-vous. Belle voile près du rocher percé. Nous sommes auprès, tantôt en direction de l'île Bonaventure, tantôt en direction du rocher percé. Pur bonheur pour un marin. Quelle liberté! La baie de Gaspé. Dire que Jacques Cartier est passé ici en 1534. Cette baie fait 40 km de long et 9 km de large. Un abri parfait pour les navigateurs. Je vais céder la barre et descendre au carré, histoire de me reposer un peu. Nous avons encore quelques heures de navigation avant d'arriver à la marina. Bonjour Francis, vous êtes biologiste et chargé de projet chez Mérinov. D'abord, merci de nous accueillir dans votre magnifique région de Gaspé. Francis, quel est votre mandat au sein de Mérinov? Bien, tout d'abord, je dois préciser que Mérinov, c'est une nouvelle organisation qui est en place depuis 2010. Et puis, on a différentes sections qui font de la recherche ou en matière d'innovation technologique. On a une section sur les pêches, on a une section sur l'aquaculture, puis on a une section sur la valorisation des produits aquatiques. Moi, je suis plus attaché à la section sur les pêches, donc sur la capture des espèces. Donc, notre rôle, c'est de faire de la veille, de faire des transferts technologiques à partir d'autres régions du monde. Et tout ce travail-là se fait en collaboration la plus étroite possible avec l'industrie, naturellement. Et puis, Francis, au niveau des pêcheries, donc, quelles sont les espèces pêchées par ordre d'importance? Dans le Grand Gaspé, ce qui domine naturellement, c'est la crevette nordique, à Rivière-au-Renard notamment, et à L'Anse-au-Griffon, où il y a deux usines très importantes. Il y a au moins 30 crevettiers qui œuvrent dans ce secteur-là. En deuxième lieu, c'est le flétan du Groenland, qui est une espèce de poisson de fond, une des rares espèces de poisson de fond qui est encore en exploitation. On a suivi du crabe des neiges, concombre nordique. Le homard a quand même une certaine importance. En termes de volume, peut-être un peu moins, mais en termes de valeur, c'est quand même une espèce à haute valeur compte tenu des prix qu'on lui accorde. Grosso modo, c'est le train d'espèces qu'on retrouve dans le secteur du Grand Gaspé. Quels sont les grands enjeux dans la région de Gaspé? Auparavant, ce qu'on avait, on avait une pêcherie de poissons de fond, de la morue, entre autres, et autres espèces de poissons plats qui étaient quand même assez développées. On avait des usines de transformation spécialisées dans plusieurs de ces villages-là. Et avec le moratoire sur le poisson de fond, on s'est retrouvé avec un manque à gagner. Par exemple, en Gaspésie en général, 55 % de toute la morue pêchée au Québec venait de la région de la Gaspésie. Ça montre un peu l'importance. Et on est arrivé avec ce moratoire-là avec un problème de diversification. Donc, il a fallu s'en aller
vers d'autres espèces commerciales qui ont pris de plus en plus d'importance. Et on a ouvert, de ce fait, sur une autre façon de faire qui est la mariculture. Donc ça, c'est une approche qui est spécifique au Grand Gaspé, à la baie de Gaspé, qui est un endroit abrité, par exemple, où il est quand même assez facile de mettre des structures d'élevage. Il semble y avoir eu un transfert vers les crustacés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour qu'on assiste à ce transfert? Dans le Grand Gaspé, l'espèce maîtresse, c'est la crevette nordique. On a aussi du crabe commun, on a du crabe des neiges. Donc, on voit, là, il y a une base, et ainsi que du homard. On voit c'est une base tournée vers les crustacés. Et puis, tout récemment, il y a une nouvelle espèce qui s'est rajoutée, si je puis dire, au menu, c'est le concombre nordique, le concombre de mer. Fait qu'on voit un peu la diversification. Et toutes ces espèces-là, maintenant, on porte un regard différent, c'est-à-dire que oui, on veut les exploiter pour leur biomasse, on veut en extraire la chair, mais à toutes les fois, on se pose la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus avec les coproduits, avec les résidus, donner des applications ou trouver des applications dans d'autres domaines comme l'environnement, comme au niveau médical, donc des champs que le domaine, notre industrie n'était pas habituée à côtoyer. Bien, Francis, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre magnifique région de Gaspé. Et puis, à très bientôt, donc, sur le Sarava. Au plaisir de se rencontrer, effectivement. Une belle journée de navigation tire à sa fin. On navale. Club nautique Jacques-Cartier, Club nautique Jacques-Cartier, Club nautique Jacques-Cartier, c'est le voilier Sarava. Sarava, à vous. Oui, voilier Sarava, à vous. Oui, Club nautique Jacques-Cartier. On prépare les amarres. Le maître de port nous accueille au quai de service du Club nautique Jacques-Cartier. Nous y passerons la nuit en attendant notre place à quai dans une marina plutôt achalandée. Destination Newport, à quelques 2 heures de Gaspé. L'équipe y visite une écloserie de pétoncles en démarrage, les fermes marines du Québec. En 2009, selon les chiffres du MAPAC, on évalue la valeur des débarquements de pétoncles au Québec à 1,6 million de dollars. Mais depuis 1999, les débarquements de pétoncles ont diminué de 35 %. L'élevage de ce mollusque peut-il constituer une solution pour offrir une source d'approvisionnement fiable? Cela peut certainement contribuer à maintenir des emplois locaux. Première étape, il faut produire des semences. On prélève des géniteurs adultes en mer ou sur des sites d'élevage. On les transfère ensuite en écloserie. On y reproduit leur milieu naturel pour les conditionner à relâcher les œufs et les spermatozoïdes qui vont les féconder. On transfère les œufs fécondés dans les bassins d'écloserie, on change leur eau et on les nourrit. Une trentaine de jours plus tard, ils sont déplacés dans la salle de fixation sur des collecteurs jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille de 7 mm. Une fois cette taille atteinte, ils sont envoyés sur des sites d'élevage où on les ensemence en mer. Un success story en vue? Peut-être, mais cette industrie est menacée par les algues phycotoxiques et les déversements occasionnels du réseau d'égouts sur les sites dans la baie de Gaspé. Petite histoire de cette industrie de pointe et des mesures de protection du consommateur mises en place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Rencontre avec Jean-Philippe Hébert dans son écloserie de pétanque. Il est le gagnant du premier prix national du concours québécois en entrepreneuriat, catégorie projet bioalimentaire.
On est ici dans une salle spéciale avec des colonnes d'eau de couleur. Alors, qu'est-ce que c'est que ces colonnes d'eau? Ici, c'est un peu le cœur de l'écloserie. C'est ici qu'on produit toute la nourriture. C'est du phytoplancton. On produit différentes espèces. Chaque espèce a certaines valeurs nutritives ou certaines aussi grosseurs. Donc, il y a des espèces que les larves ne peuvent pas manger, mais que les géniteurs mangent très bien, et vice-versa. Puis, bien, on a besoin d'un mix de cette diète-là de phytoplancton pour avoir tous les éléments là, que les bébés pétonques ont besoin pour grandir. Quelle est l'importance socio-économique de développer une entreprise comme celle-là? Au niveau socio-économique, c'est certain que ça a un grand impact sur le milieu. On va réintroduire du pétonque dans le milieu naturel. Présentement, les bancs ne sont pas à leur meilleur. Ça a été surpêché dans le passé, puis les bancs ont de la misère à se refaire naturellement. Donc, en réintroduisant du pétonque, bien, ça recrée de l'emploi au niveau des pêches, des emplois aussi reliés au domaine, l'entretien des bateaux, l'électricité, la plomberie de ce bâtiment-là. En termes de pêcherie durable, est-ce qu'on se trouve à aider la nature? Est-ce qu'on se trouve à compétitionner la nature? Est-ce qu'on se trouve à augmenter la production? On prend les mêmes individus, c'est-à-dire c'est les mêmes géniteurs. S'ils étaient dans le milieu naturel où ils sont élevés ici, c'est quand même là, la même base génétique. Donc, on parle pas vraiment de différence notable. Par contre, on réussit à aller chercher des meilleurs taux de survie qu'en milieu naturel. Donc, avoir une plus grande production là, de naissins là, dans les bassins. C'est sûr que les pétonques qui vont passer un cycle complet d'élevage de l'œuf jusqu'à l'assiette dans des structures d'élevage sont protégés des prédateurs et surtout de la compétition. Donc, ils ont un meilleur taux de croissance. Donc, ils mettent moins d'énergie à faire leurs coquilles. Donc, les coquilles des pétonques élevés complètement en élevage sont un peu plus fragiles que ceux qu'on va trouver en milieu naturel, mais c'est à peu près la seule différence notable qu'on peut retrouver entre le produit d'aquaculture et le produit naturel. On aide le milieu naturel aussi là, avec les projets d'ensemencement sur lesquels on travaille. Est-ce que c'est une entreprise qui est rentable? Pour monter le projet ici, on a regardé ce qui se faisait ailleurs, puis aussi le coût de la main-d'œuvre aux autres endroits. Puis, bien, avec l'automatisation qu'on a mis ici, on est capable de réduire pas mal au niveau de la production en écloserie, là, la main-d'œuvre nécessaire, ce qui diminue grandement là, le coût de production des larves. On est en démarrage, mais le pétonque a une très bonne valeur de revente. La demande est incroyable. On reçoit des appels à chaque semaine pour savoir si on en a à vendre. Donc, je ne suis pas inquiet là, pour la rentabilité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des risques de contamination tout au cours d'un cycle de vie? Je parle de l'écloserie comme telle. C'est des souches, exemple de bactéries ou de virus qui proviennent de laboratoires spécialisés là, dans la production de ces souches-là. Puis l'autre risque, il provient des géniteurs. Les géniteurs, ils viennent du milieu de la pêche ou de notre site d'élevage, donc sont dans le milieu naturel. Ils pourraient être contaminés par un organisme ou une maladie quelconque. Donc, quand ils rentrent dans le bâtiment, on les met en quarantaine une certaine période, s'assurer que les géniteurs ne présentent pas de maladie ou il n'y a pas de mortalité là, inexplicable. Donc, une fois la quarantaine passée, là, les géniteurs ne rentrent quand même pas en contact avec l'élevage comme tel. Là. De quel type de contamination on parle en milieu naturel? Bien, il y a deux types de contamination. La contamination qui est plus reliée à la présence humaine, puis la contamination qui est naturelle. Les phycotoxines présentes dans les phytoplanctons marins, ça, c'est une contamination naturelle. Par contre, les coliformes fécaux, qui peuvent venir d'installations sanitaires qui ne sont pas aux normes, peuvent contaminer là, la chair des mollusques. Donc, quand on parle des phycotoxines, par exemple, on parle d'algues microscopiques qu'on retrouve dans le plancton. Est-ce que ça peut être vraiment dangereux en termes de consommation humaine si c'est pas contrôlé? Il n'y a pas vraiment de risque à la consommation si on prélève les mollusques dans des zones ouvertes pour la cueillette de mollusques. Nous autres, nos sites d'élevage sont dans des zones réglementées. Donc, à chaque semaine, on envoie des échantillons à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Puis, bien, il y a un programme là, de salubrité des mollusques auquel il faut se conformer. Donc, certains équipements sur le bateau doivent
être conformes à cette réglementation. Puis, bien, eux analysent vraiment là, la qualité de la chair, tant au niveau des toxines qu'au niveau des coliformes fécaux. Puis, quand on a le hockey de l'Agence canadienne pour récolter, bien, en principe, là, ils n'ont aucun problème pour la consommation. À Gaspé, Jean-François Pipon nous explique les causes de la contamination ainsi que les solutions mises en place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. En fait, il faut comprendre que les mollusques bivalves, principalement, sont des animaux qui sont filtreurs. Donc, ils vont aller chercher dans l'eau du milieu des micro-organismes, puis ça peut contenir ça, des bactéries, des virus, puis dans le cas qui nous occupe, des phycotoxines, c'est-à-dire des toxines qui se trouvent dans les algues microscopiques dans l'eau. Donc, tout ce qui est mauvais, finalement, dans l'eau peut être emmagasiné dans la chair des mollusques, puis c'est ce qui fait que les mollusques peuvent être dangereux à la consommation humaine. Donc, quand on parle de phycotoxines et de dangers, ça peut être des dangers très, très importants pour la santé humaine. Oui, en fait, tout dépendant de l'algue comme telle qui va être ingérée par le mollusque, ça va développer des phycotoxines différentes. Il y a 3 phycotoxines principales qu'on suit. La plus souvent détectée, c'est la phycotoxine paralysante. Donc, les premiers symptômes qu'on va voir, c'est des picotements, des engourdissements au niveau de la bouche, la langue, les lèvres. La deuxième, c'est la phycotoxine amnestique. Un des principaux symptômes, c'est des pertes de mémoire et puis de la désorientation. La troisième, qu'on suit aussi, mais qui est moins commune dans les eaux du Québec, c'est la toxine qu'on appelle diarrhéique, donc qui va donner des troubles digestifs et intestinaux. Est-ce que les différentes espèces de mollusques réagissent de la même façon, donc à cette contamination? Non, effectivement, les mollusques agissent différemment, tout dépendant des espèces. Premièrement, ils vont probablement préférer des sortes d'algues plutôt que d'autres, comme par exemple la moule va préparer une certaine espèce d'algue, le pétoncle aussi. Ça fait qu'ils vont être plus sensibles peut-être à une toxine plutôt qu'à une autre. Puis, d'un autre côté, chacune des espèces de mollusques aussi va agir différemment avec la toxine. Par exemple, la moule va être une espèce qui va l'accumuler très rapidement, mais qui va aussi la perdre très rapidement après que les algues toxiques vont être parties de l'environnement. Tandis que le pétoncle, lui, va l'emmagasiner quand même assez rapidement aussi, mais va prendre beaucoup plus de temps avant de l'éliminer, après que les algues toxiques vont être parties du milieu comme tel. Maintenant, pour les éleveurs de mollusques qui utilisent le milieu naturel, quels sont les impacts? C'est sûr que les moments de l'année où les algues toxiques sont présents, ils ne pourront pas exploiter leur site parce que le suivi hebdomadaire qu'on va faire va démontrer un taux de toxicité trop élevé. Et puis quand on parle de taux de toxicité élevé, là, on parle de... Ah, ça dépend des années, puis ça dépend des facteurs. La norme que Santé Canada donne comme ligne directrice est très souvent atteint, mais on peut aller à des taux beaucoup plus élevés que ça, tout dépendant des années et des conditions atmosphériques principalement. Il y a plusieurs facteurs qui mènent à ça. Il y a la chaleur, par exemple, donc l'ensoleillement. Il y a aussi la salinité de l'eau. Donc, les précipitations et la fonte des neiges vont jouer là-dessus beaucoup. Les vents, les courants. Donc, l'ensemble de ces facteurs-là, mis ensemble, vont faire que des régions ou même des temps de l'année vont être plus propices à avoir des éclosions d'algues. Comme c'est un phénomène qui est naturel, l'apparition des algues toxiques, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, malheureusement. Mais le suivi hebdomadaire qu'on fait permet finalement à la population canadienne de s'assurer que les mollusques qui se trouvent sur le marché ou qui se trouvent dans les zones ouvertes un peu partout au Québec sont bons pour la consommation humaine, sont sans danger. Le consommateur est protégé par le programme de contrôle de la salubrité. Mais qu'en est-il des coûts liés à la fermeture des sites? Bien, c'est sûr que ça a des impacts financiers. Présentement, ça fait 1 mois et demi que la zone de la baie de Gaspé est fermée parce qu'il y a présence de toxines. Donc, ça fait 1 mois et demi qu'on ne peut pas vendre de mollusques. Puis, bien, il faut quand même faire l'échantillonnage à chaque semaine pour savoir si on est en mesure de réouvrir la zone. Au niveau des coliformes fécaux aussi, il y a des coûts reliés à l'échantillonnage et à l'analyse de ces échantillons-là. Puis là, c'est les sorties en bateau, donc du carburant, puis des employés là, pour aller prélever les échantillons. C'est sûr que quand tes produits ne sont pas sur le marché,
tu ne rentres pas d'argent. Présentement, l'entreprise travaille sur un projet de rendre les installations de nos bassins dans la bâtisse conformes au programme canadien de salubrité des mollusques. En ayant des installations conformes, ça nous permettrait de faire du stockage de pétanque prêt à aller sur le marché. C'est-à-dire, cette année, la baie a fermé autour du 15 juin. On sait que c'est à peu près tout le temps les mêmes dates. Donc, au début juin, on stocke 1 million de pétanques dans nos bassins. Puis, ils sont dans de l'eau contrôlée, filtrée, stérilisée au UV. Donc, on sait que l'eau de ces bassins-là est tout le temps d'une bonne qualité. Donc, on peut fournir le marché même si la baie est fermée à la cueillette. Par contre, ça prend un plan de gestion de la qualité, ça prend des certificats de conformité des installations, des choses comme ça. Donc, il y a des coûts rattachés à ça. Alors, comment voyez-vous le futur des fermes marines du Québec? Dans le futur, on va être positionné là, sur un marché international pour offrir du pétanque du Québec aux gros acheteurs de ce monde. On est capable d'en produire un minimum de 25 millions par année. Puis, en augmentant le nombre de cycles dans une année, on pense être capable facilement là, de doubler ça ou même de tripler ça. On parlerait là, de 50 à 75 millions d'individus de pétanque. Environnement Canada nous apprend qu'en 2011, on a installé des systèmes de surveillance électronique sur les stations de pompage des eaux de Gaspé qui ciblent précisément les secteurs problématiques et modélisent les écoulements. Depuis, la fréquence de fermeture des sites a diminué, les producteurs ont de plus grandes périodes de récolte et on peut mieux prévoir les périodes de contamination. Bonne nouvelle pour tous. L'équipe se dirige maintenant vers la capitale de la pêche, Rivière-au-Renard. La transformation des produits issus de la pêche en Gaspésie entraîne une accumulation totale d'environ 20 000 tonnes de matières résiduelles par année. Ces résidus proviennent en grande majorité des carapaces de crevettes et de crabes. Depuis 1999, Marinard Biotech récupérait les résidus de crevettes de pêcherie Marinard. À partir d'un procédé d'extraction des minéraux, des protéines et de l'eau, elle produisait le chitosane servant à purifier l'eau des piscines. En 2010, arrêt des opérations chez Marinard Biotech. On manque d'eau potable pour alimenter les deux usines. Pendant que chez Mérinov, on travaille à l'extraction de différents composés chimiques et sur les utilisations qu'on peut en faire, chez Marinard Biotech, on travaille à une nouvelle valorisation des coproduits. Bienvenue dans le monde des biotechnologies marines. Sur le quai de Rivière-au-Renard, rencontre avec Pascal Noël devant l'usine de transformation de produits marins Marinard. Bien, c'est sûr que Pêcherie Marinard est la plus grosse industrie dans le coin, qui engage le plus de personnes. On peut parler de facilement 200-250 travailleurs dans le pic de l'emploi. Et puis, il ne faut pas oublier que Rivière-Nord est la capitale des pêches, plus précisément au niveau de la crevette, mais il se débarque d'autres espèces aussi. Mais nous, Pêcherie Marinard, on est concentré uniquement dans la crevette. Et puis, la pêche débute au début avril, soit le 1er avril, et se termine à la fin des quotas des bateaux, qui peut varier de la mi-octobre à la mi-novembre. Combien de tonnes de crevettes est-ce qu'on processe dans une entreprise comme la vôtre? Chez nous, chez Pêcherie Marinard, actuellement, on varie entre 12 à 14 millions de livres de crevettes nordiques par la Pandalus borealis, la crevette d'eau froide, qui est pêchée exclusivement dans le Golfe. Donc, une crevette qui est MSC. MSC, c'est une accréditation qui est de pêche durable, qu'on appelle le Marine Steward Council. La pêche est sélective, de ne pas avoir le moins possible de sous-espèces autres que la crevette. Donc, c'est pour ça que la crevette du Golfe est sélectionnée MSC, qui est pêche durable. Bien, nous, en produit fini, on peut parler autour de 4 millions de livres, 4 à 4,5 millions de livres. Donc, 30 de ce volume-là est au Québec et le reste est exporté directement vers l'Europe.
Donc, un des enjeux importants pour une entreprise comme la vôtre est la valorisation donc, des résidus, des coproduits, des pêches. C'est sûr que Pêcheries Marinard a quand même beaucoup d'expérience avec sa filiale Marinard Biotech dans les coproduits. On envisage toujours de valoriser ce qu'on appelle les coproduits de la crevette, qui est la carapace et les protéines. Ça représente à peu près 1500 tonnes de résidus qu'on doit actuellement enfouir au site d'enfouissement sanitaire de la ville de Gaspé. Et on projette dès 2013, printemps 2013, d'avoir une opération de farine de crevettes, ce qui serait totalement autonome, moins énergivore et qui éliminerait complètement l'enfouissement au site de la ville de Gaspé. Et on a déjà un marché asiatique qui est preneur de ce produit-là. Ça existe déjà dans la Norvège, on n'invente pas la roue. On s'est déplacé sur place pour voir exactement comment ça se passait. Puis on fait affaire avec des experts pour venir installer les équipements chez nous et nous montrer le procédé. Et qu'est-ce qu'on fait avec la farine de crevette? La farine, normalement, va être vendue au marché asiatique. Les Asiatiques sont beaucoup friands pour mettre ça dans des seaux, mettre ça dans des chaudrées. Ça rehausse la saveur. Donc, on a pu conserver, semble qu'on conserve la saveur de la crevette et aussi on conserve tout ce qui est protéines, tout ce qui est saveur, valeur ajoutée. Donc, c'est des poudres là, en sachet qui va aller sur le marché de l'Asie dès le printemps. Et donc, en termes de rentabilité, est-ce que c'est une opération qui pourrait être rentable? On pense que oui. C'est sûr qu'à court terme, nous, ce qu'on vise, c'est... ça nous coûte déjà entre 250 à 300 000 par année pour enfouir 1500 tonnes de résidus. Donc, si au moins on peut faire nos frais ou respecter la marge du 250 à 300 000 ça serait déjà un plus pour nous. Mais effectivement, toute compagnie souhaite faire un gain. Mais à court terme, ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de revaloriser le produit et de réduire la perte et arrêter d'enfouir au site d'enfouissement parce qu'on ripe où on va. D'ici 4-5 ans, il n'y aura plus de place. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de valorisation qu'on pourrait mettre en place? Donc, avec, il pourrait sûrement en avoir d'autres. On se penche aussi avec Marineuve au niveau des protéines. Il y en a qui font aussi qui vont chercher des extraits de saveur. Mais au niveau équipement procédé, c'est un peu moins connu. Donc, on pense plus aller vers la farine, qui est un procédé qui est plus simple et moins coûteux d'opération et que les Asiatiques sont friands de ce produit-là. Dans son laboratoire, Serge Laplante nous parle des projets de recherche sur les coproduits chez Mérineuve. En fait, mes projets de recherche visent la valorisation des coproduits marins qui sont issus des usines de transformation dans l'Est du Québec. Et plus particulièrement, mes projets visent à valoriser certains composants des coproduits, dont les protéines, certaines protéines et les lipides d'origine marine. Donc, pour vous parler des projets sur les protéines, j'ai des projets sur certaines protéines qu'on retrouve, dont l'hémocyanine, qui est extraite à partir du crabe des neiges. Il y a aussi les lipides qu'on retrouve à partir surtout les coproduits de la crevette. On parle de phospholipides marins, de caroténoïdes et d'acides gras oméga 3. Donc, on est à un stade expérimental actuellement. Vous parlez de biomolécules, ça, alors, de quoi on parle exactement? Quels sont les meilleurs exemples qu'on peut utiliser quand on parle d'extraction de biomolécules jusqu'à un produit dit final? Notre intérêt est maintenant sur les coproduits de la crevette. Il y a des protéines de très bonne qualité nutritionnelle qu'on peut retrouver. Donc, on pourrait envisager une commercialisation de ces ingrédients protéiques pour des aliments fonctionnels, par exemple, qui seraient supplémentés en protéines à haute valeur nutritionnelle. Mais on pourrait aller plus loin que ça. On pourrait aller au niveau des bénéfices santé pour des suppléments alimentaires. Par exemple, la nutrition sportive, ça peut être quelque chose d'envisageable pour augmenter la performance chez certains athlètes. Il y a aussi pour accélérer la guérison chez les patients qui sont en rémission de chirurgie. Ça peut être des applications, des exemples comme ça qu'on pourrait envisager. Il y a une protéine qu'on a étudiée depuis les dernières années. On est en développement de procédés pour la récupérer. C'est une protéine qui pourrait être à haute valeur. C'est l'hémocyanine de crabe de neige. La fonction biologique de cette protéine-là, ça permet de fournir de l'oxygène aux cellules. C'est un transporteur d'oxygène, en fait. On pourrait l'envisager comme utilisation comme protéine porteuse pour la production d'anticorps. Autre application aussi,
Dans le traitement de certains types de cancers, ça a été démontré chez d'autres espèces que l'hémocyanine de certains mollusques avait des propriétés immunostimulantes. On l'a démontré avec l'hémocyanine de crabe de neige aussi, elle a une propriété immunostimulante, donc ça pourrait être envisageable pour le traitement de certains types de cancers. On n'est pas allé jusqu'aux essais chez des modèles animaux. On a fait des tests in vitro. On parlait de stade expérimental tout à l'heure. Est-ce qu'on a un exemple précis en termes d'aliments fonctionnels? À partir des biomolécules marines, bien, les oméga-3. De plus en plus, on en retrouve dans des yogourts, différents produits laitiers ou autres types de produits. Il y a une supplémentation en oméga-3 dans des aliments qui fait en sorte que, bon, ça permet de prévenir les problèmes cardiovasculaires, les maladies cardiovasculaires chez les consommateurs. Donc, c'est un avantage par rapport à l'aliment classique qui ne pourrait pas apporter ce bénéfice-là, cet effet préventif sur la santé. Un étage plus bas, rencontre avec un autre scientifique, Piotr Brill, qui expérimente d'autres possibilités de valorisation. Donc, quand on parle de biomasse marine, on parle de quoi exactement? Et biomasse, au départ, c'est coproduit des crevettes. Parce que crevettes, au Québec, c'est un plus grand volume actuellement exploité comme biomasse. Et coproduit représente environ 70% de volume de prise des crevettes. Et là-dedans, il y a des molécules à valeur très intéressante. Donc, on peut parler évidemment fameuse chitine que tout le monde parlait depuis des années, mais il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des caroténoïdes à valeur très intéressante. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre cette biomasse-là et on va essayer de fractionner de façon à obtenir des fractions enrichies dans molécules recherchées. Dernièrement, on travaille sur les crevettes surtout pour faire des protéines alimentaires. Donc, alimentaires, mais avec une valeur qu'on espère nutraceutique. Donc, on a traité des coproduits pour faire une protéine qui va contenir une petite poudre blanche. Cette poudre-là, c'est une fraction protéique qui représente une partie des protéines qui sont dans le coproduit, qui actuellement, ils vont directement au dépotoir. On parle toujours de la crevette, dans ce cas-ci. Ouais. Ouais. Le projet qu'on mène actuellement, c'est produire ce prototype de produit qui va être utilisé pour vérification avec l'Institut nutraceutique à Québec, de l'Université Laval, avec professeur Hélène Jacques, pour voir est-ce qu'il y a un effet sur la récupération musculaire et effet sur le cardiovasculaire. Quand on parle des procédés qui sont relativement bien définis, de quoi parle-t-on? On parle d'usine pilote? Oui, on parle de l'usine, justement, l'équipement ici. Donc, l'équipement ici nous permet justement d'extraire des protéines qu'on cherche, les peptides qu'on cherche dans ce produit comme ça. Ensuite, système de décantation et centrifugation nous permet de séparer des grosses particules par densité. Et ensuite, le système de filtration tangentielle nous permet d'obtenir des grosseurs moléculaires des fractions qu'on recherche. Et évidemment, ce produit-là, par exemple, il est atomisé, donc il passe par un atomiseur, donc un équipement qui va sécher, produit qui est complètement soluble, qui est dans le liquide, il va sécher et changer en petites poudres comme ça. À quoi pourrait servir Par exemple, les caroténoïdes, actuellement, vous avez au Québec une compagnie qui s'appelle Neptune Technologies qui produit l'huile de krill, qui vient d'Antarctique. Il est transformé à Sherbrooke et vous pouvez acheter ça justement à la pharmacie comme un supplément alimentaire très riche en phospholipides et caroténoïdes. Les crevettes, ils contiennent de l'huile qui ressemble à ça. Ce n'est pas exactement le même parce que chaque espèce, comme vous avez dit, est différent, mais ils contiennent de l'huile qui est ressemblant à ça. Donc on pense qu'il peut avoir effet sur la santé peut-être ressemblant à cette de krill parce que cette de krill est bien documentée au niveau cardiovasculaire. Et aussi, il y a des travaux qui se font pour voir si cette phospholipide, cette sorte de phospholipide, peut faire des protections contre le vieillissement ou une maladie pour personnes âgées reliées au Alzheimer ou d'autres. Donc, vous voyez, il y a une application très intéressante. Mais pour être capable d'appliquer ce produit comme ça dans soins de santé ou prévention, ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'études. Coproduit de crevettes. Si tous ces projets semblent des plus intéressants, Serge Laplante nous rappelle qu'il y a certains obstacles à la commercialisation. Il y a plusieurs facteurs qui sont importants à considérer. La distance géographique. On est en région ici. Les principaux utilisateurs de ces fractions-là, ces biomolécules-là, peuvent être souvent dans des grands centres urbains, proches des grandes villes.
Donc, bon, il y a les coûts de transport, c'est sûr, ça, c'est un facteur. Mais d'autre part, il y a la périssabilité des coproduits. Ça, c'est un gros problème. Il faut être capable, à l'usine même, le plus possible, d'être capable de transformer, faire au moins des étapes minimales de transformation, puis de conservation et de congélation, pour être capable de maintenir l'intégrité et la qualité des extraits. Puis bon, prévenir aussi la dégradation microbienne. D'autres facteurs à considérer, c'est la variabilité de la ressource. Variabilité saisonnière, par exemple. Un coproduit marin, si il est disponible au printemps ou à l'automne, il n'y aura pas nécessairement la même composition. Il peut être souvent plus riche en lipides à l'automne par rapport au printemps. Donc ça, dans les rendements, ça peut influer. Puis un autre facteur aussi à considérer, c'est la variabilité de la disponibilité de la biomasse. Le coproduit peut être très abondant en début de saison, mais à l'automne, par exemple, bon, il n'y en a presque plus, ou les cotons ils ont déjà été atteints. Donc la saison de pêche, ça peut être très courte durant l'année. Donc, il faut s'approvisionner au maximum durant cette période-là, le stocker, conserver à pleine capacité, parce que le reste de l'année, il n'y en aura pas d'autres de disponibles. Il faut attendre à l'année prochaine. Quel est le futur, donc, de la valorisation des coproduits de la mer? Parce que on vit sur la mine d'or. Bien, absolument. On vit sur la mine d'or. Mais si vous vivez sur la mine d'or, vous ne savez pas comment le sortir de là. Vous n'êtes pas plus riche. Là. Alors, donc, ça prend technologie, d'argent, promoteurs, les gens qui sont ouverts pour chercher d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire. Pas seulement considérer des coproduits comme un problème environnemental, mais comme une richesse. Et à ce moment-là, on va changer de donne et on peut travailler. En octobre 2012, Développement économique Canada participe à un projet d'envergure de près de 2,8 millions de dollars. Piloté par l'Université du Québec à Rimouski, ce projet est réalisé en collaboration avec Mérinov et les usines de transformation de produits marins en Gaspésie. Le projet veut créer une valeur ajoutée aux biomasses exploitées et contribuer à la diversification des activités des usines de transformation de produits marins. Bonjour et bienvenue sur le Sarava. Un plaisir d'être là ce matin. Salut, Merci. salut. Francis Coulombe de chez Mérinov et Pascal Noël de Pêcherie Marinard. Bien, tout d'abord, bienvenue sur le Sarava. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. On a parlé donc de deux grands enjeux, de la contamination des mollusques. On a parlé des sous-produits, de la pêche. Mais j'aimerais savoir, moi, tout d'abord, quelle est l'évolution du dossier des pêcheries dans la région de Gaspé? Au début du siècle, là, ben des gens ont entendu parler de la fameuse révolte des pêcheurs qui a eu lieu à Rivière-Nord. Ça, c'est un événement historique connu dans le secteur. C'est qu'à l'époque, il faut se rappeler que la façon dont l'industrie était menée, c'était des grandes entreprises qui venaient des îles Jersey, des îles normandes, anglo-normandes, qui s'étaient installées ici. Et puis, comment dire, il y avait créé un système quasi féodal de liens entre ces entreprises-là et les pêcheurs. Les pêcheurs étaient comme soumis, ces entreprises-là leur fournissaient des agrès de pêche, leur fournissaient de la nourriture. Ils étaient toujours un peu en dette. Fait qu'à un moment donné, les pêcheurs ont trouvé que ces prix-là n'arrêtaient pas de descendre. Fait qu'il y en a quelques-uns qui se sont présentés dans des comptoirs. Il y a même eu un commis qui s'est défendu en tirant sur un pêcheur et ça s'est terminé à percer devant juge et jury. Et en fin de compte, les compagnies ont été absoutes de ça, mais il reste quand même que ça a mené, selon les historiens, au premier mouvement coopératif, là, la première semence, si je peux dire, là, du mouvement coopératif. Puis c'est revenu dans les années 70, les fameuses coopératives de pêcheurs. Ouais. C'était très fort. Maintenant, on est dans une étape où c'est plus la propriété individuelle. Si vous allez à Rivière-Nord, tous les bateaux de pêche, à peu près, sans exception, sont la propriété d'un individu ou encore un petit noyau familial. Récemment, ce qu'on a vu arriver aussi, on a les Autochtones là, qui, en raison des lois, des nouvelles lois appliquées par le fédéral, les jugements fédéraux, se sont mis à la pêche. C'est pas mal l'évolution qu'on a vue récemment de l'histoire des pêches. Je pense que Pascal peut bien confirmer. Et comment on peut situer la région de Gaspé par rapport aux autres régions du Québec? Arrêter de penser plus au volume puis à quelques espèces, non seulement le crabe, l'homard,
nord, le flétan, des choses comme ça. Il va falloir aller plus vers des pêches de petits volumes, mais plus d'espèces, dans le concombre de mer, l'oursin, peut-être un jour des algues, puis sans oublier la mariculture qui doit toujours, je pense, doit toujours sa place et doit rester là pour venir contrer un peu le manque de volume et d'espèces dans le milieu naturel. Mais je pense que, encore une fois, puis les coproduits. Va falloir transformer plusieurs espèces à plus petite quantité, mais transformer et produire et vendre le tout, c'est-à-dire presque 100 %. Donc, on n'a juste qu'à penser des coproduits, que ce soit les farines de crevettes, que ce soit les protéines de crevettes, que ce soit la peau du turbo, que ce soit à peu près, que ce soit des viscères des poissons. Il va falloir tirer des huiles, il va falloir aller maximiser la ressource parce qu'on sait que les volumes dans le futur, possiblement, sera de plus en plus faible débarqué. Donc, l'usine devra, et en collaboration avec des organismes comme Marina, faire des recherches pour aller tirer le maximum d'efficacité de tous les produits qui vont être amenés à l'usine. Qu'il n'y ait pas, comme les années 10, 15, 20 ans passés, qu'on faisait juste une petite, peut-être à 25-30 % du produit. Le reste était acheminé dans les sites d'enfouissement, style les dépotoirs. Mais il va falloir travailler de plus en plus l'ensemble des produits qui vont être acheminés à nos usines si on veut avoir un avenir qui est plus environnemental, qui est plus rentable, durable. On a une flotte vieillissante au Québec, puis on a une flotte qui a été surspécialisée, justement. On a des bateaux qui sont désignés pour faire de la crevette. On a des bateaux qui sont désignés pour faire du crabe des neiges. Ça a été très spécialisé. Souvent, les gens ne détiennent qu'un seul permis, parfois deux. Là, je pense qu'il faut revoir nos façons de penser, voir à une certaine polyvalence. C'est le temps d'y penser pour renouveler cette flotte-là. Notre flotte varie entre 20 et 25 ans d'âge. Donc, moi, personnellement, je pense que dans les 10 prochaines années, là, il faut que ce mouvement-là s'enclenche. Il faut aussi penser à une flotte qui va pêcher différemment, qui va pêcher en termes, on parle de développement durable, on parle d'éco-certification. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, par exemple, chez les crevettiers de Rivière-au-Nord. On sait qu'ils pêchent avec un chalut, qui est un engin traînant, qui est un engin qui touche le fond. Et ça, les gens sont en train de trouver des manières de, par exemple, les panneaux qui écartent le filet, comment le lever du fond pour qu'il y ait moins d'impact. C'est des recherches qui se font présentement, qui se font en Europe aussi, donc il y a une tendance mondiale à ce niveau-là. Et puis, la région de Gaspé, dans ce sens-là, n'est pas en retard. Au contraire, je pense qu'on est à la fine pointe. On est identifié Mérinov avec les gens de Terre-Neuve comme un des 2 centres techniques là, à ce niveau-là, au niveau canadien présentement. C'est une autre façon de valoriser puis d'avoir du développement durable. Bien, messieurs, je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Et puis, ça a été un plaisir de naviguer pour venir vous rencontrer dans la magnifique région de Gaspé. Encore une fois, merci infiniment d'être venu nous rencontrer. Partagez votre... Bien même chose pour moi. Bienvenue. À la bonne vôtre. Passage obligé à la pompe avant de quitter le club nautique Jacques-Cartier. Prochaine destination du Sarava, cette île. Il est 15 heures. La météo annoncée est clémente et si tout va bien, nous prévoyons accoster à la marina de cette île demain midi. On parle de pêcherie durable et on fait souvent référence à la gestion des stocks en mer, ce qui est crucial et fondamental. La mariculture et la valorisation des coproduits de la mer font également partie d'un développement durable en autant que l'on prenne en compte l'environnement ainsi que le développement économique et social des communautés régionales. La grande région de Gaspé nous offre de beaux exemples.
Ici Yves Jean, qui vous remercie d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres sur le Saint-Laurent.